Bonjour à tous, bonjour, bonjour, il y a plus de Bonjour. 200 inscrits ce matin. Bonjour. Salut Marine. Bonjour Cyril. Bonjour, Games Hop, et on Claude. démarre dans un instant. Bonjour Cyril. Bonjour à tous, merci Bonjour. d'être inscrits si nombreux et d'être globalement présents à cette session. J'ai vu que certains d'entre vous suivaient tout le marathon des quatre, des quatre webinaires. Euh, En fait, j'ai fait quatre webinaires parce que j'ai eu beaucoup de demandes de gens qui voulaient être prêts pour 2025, qui voulaient être prêts dès début janvier. Parce qu'on sait que sur LinkedIn, on n'est pas dans l'instantané, ça demande du temps que quand on refait son profil, bah, il faut le refaire et ça prend du temps. Il faut définir son positionnement, faire son profil, il faut l'écrire, il faut le mettre en ligne. Une fois qu'il est mis en ligne, il faut que LinkedIn voit qu'il a été mis en ligne, qu'il indexe les nouveaux changements. Quand on se remet à publier, bah, il faut aussi du temps pour relancer la machine. Ah, et comme on arrive en fin d'année, bah, il y a eu beaucoup de demandes et je suis bah, la meilleure manière d'y répondre. J'ai jamais fait ça, c'est de faire 4 webinaires dans une journée. Donc merci pour ceux qui viennent à cette session, merci pour ceux qui viennent aux quatre. Je me suis mis deux challenges pour ces quatre sessions. C'est la première de dire des choses que j'ai pas encore dites dans des webinaires. J'en ai déjà fait 20 depuis la rentrée de septembre, donc ça va pas être facile. Euh, et puis aussi et surtout de vous donner des éléments que vous, a priori, vous n'auriez pas encore entendu ou vu sur LinkedIn. Si c'est pour ressasser des choses qu'on a déjà vues 150 fois, ça n'a aucun intérêt. Donc on commence, je pense que vous devez être connecté sur mon écran, voir mon deuxième écran. Voilà, hop, c'est mieux comme ça. On va démarrer avec les publications sur LinkedIn. Je ne vais pas du tout reprendre les éléments de l'étude annuelle qui sort par un néerlandais dont j'ai plus le nom, qui est reprise par des dizaines ou des centaines de postes tous les ans, qui est super intéressante, mais en fait, comme beaucoup d'études, elle ne mesure que le passé. C'est-à-dire qu'en fait, cette étude sort sur voilà ce qui a fonctionné ces derniers mois sur LinkedIn et on n'a aucune garantie que c'est ce qui va continuer. D'autant que LinkedIn a pour habitude, on le voit bien, de changer régulièrement son algorithme, ses priorités, sa ligne éditoriale, les types de contenus mis en avant, etc., etc. Et donc, j'ai essayé de faire de la prospective sur ce qui pourrait nous attendre en 2025. Donc, c'est un petit peu différent. Et j'ai appelé, on verra ça pourquoi tout à l'heure, 2025, l'année Press People. On verra pourquoi j'ai repris ces éléments de langage. Donc, la session est bien évidemment enregistrée et puis j'enverrai comme d'habitude le replay dans l'après-midi ou demain pour que vous puissiez y avoir accès également à la presse que je vais vous faire ce matin. Donc, on va commencer. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux inscrits qui sont venus avec les posts que j'ai publiés. Cyril Blédier, je fais du digital depuis 2001. Aujourd'hui, dans une activité de conseil et d'agence. Et mon métier, c'est d'améliorer la performance de la présence digitale, que ce soit pour des cadres, des dirigeants ou des entreprises, sur des sujets d'acquisition, donc pour les entreprises, acquisition de clients, pour des cadres ou des dirigeants, acquisition de contacts de chasseurs, faire en sorte que les recruteurs, chasseurs de tête, vous contactent. Conversion, c'est-à-dire c'est bien qu'on arrive sur votre profil, mais c'est encore mieux si on vous contacte. Et là, des retours que j'ai eus, un profil qu'on a mis en ligne il y a quelques temps, elle me dit bah, j'ai eu 18 visites de chasseurs en un mois, ce qui m'est jamais arrivé. Mais il y en a qu'un qui m'a contacté. Donc, c'est pas tout de faire venir des chasseurs sur son profil. Alors, c'est déjà une bonne chose, c'est que le profil intéresse et qu'il est calé avec la demande, mais il n'y a pas eu de conversion. Donc, ce qu'il faut, c'est évidemment qu'il y ait une conversion derrière. Et puis, bien évidemment, depuis 2 ans, tout ça est combiné avec l'intégration de l'IA dans tous ces outils. Donc, sur LinkedIn, si on reprend, on prend un petit peu de prospective, on est vraiment dans une fenêtre d'Overton. Fenêtre d'Overton, c'est un concept que j'avais appris il y a quelques temps, que j'ai un petit peu oublié, qui est revenu au goût du jour avec la série La Fièvre sur Canal+. En fait, la fenêtre d'Overton, c'est un processus qui indique que le passage d'idées qui sont totalement impensable à accepter dans le débat public. Et en fait, c'est tout le procédé qui consiste à faire basculer différents sujets, différentes approches d'impensable dans le débat public à totalement acceptable. Et on voit bien quand on... Donc ça, c'est en fait, c'est tout simplement
un diagramme fait directement par ChatGPT. Donc, entre la création de LinkedIn et là où on en est aujourd'hui, on voit bien qu'au départ, on était sur une plateforme qui était uniquement CV offre d'emploi. On a commencé à partir sur des contenus un peu plus pro, leadership, etc. On est passé sur des sujets santé mentale, diversité, inclusion, etc. On arrive aujourd'hui à des sujets opinion politique et enjeux sociaux. Et il y a beaucoup de commentaires, de publications sur LinkedIn sur c'est pas la place sur LinkedIn, on n'est pas sur LinkedIn pour parler de ça. Et on voit bien que la fenêtre s'élargit au fil du temps et que la convergence des sujets pro-perso se combine de plus en plus et que des thématiques qui étaient totalement impensables il y a quelques années sur LinkedIn sont totalement acceptables, acceptées et très, très présentes aujourd'hui. Donc, si on fait un petit peu de prospective et qu'on regarde ce que ça peut, comment ça peut évoluer à l'avenir, clairement, je pense qu'on est de plus en plus, enfin, on va arriver vers une convergence de plus en plus forte entre le pro et le perso. Ça me paraît assez évident avec des contenus de plus en plus émotionnels d'un côté et sociopolitiques de l'autre. Et on est déjà là-dedans sur LinkedIn. On voit aussi une normalisation des sujets qui sont politiquement explicites. On le voit de plus en plus. Des débats politiques qui ont lieu sur LinkedIn, ce qui était totalement impensable il y a quelques temps. Et là, c'est vraiment quelque chose qui se développe beaucoup sur LinkedIn, avec d'un côté, bien évidemment, un enrichissement des débats, puisqu'on va parler de beaucoup plus de sujets sur LinkedIn, mais aussi on le voit quand on arrive sur ces sujets qui vraiment touchent vraiment beaucoup au perso, de sujets, une polarisation beaucoup plus forte des débats. Clairement, il y a une influence de plus en plus importante de l'algorithme, avec LinkedIn qui joue beaucoup avec ça. Hyper personnalisation des contenus qu'on va recevoir et on va de plus en plus rentrer sur LinkedIn, enfin on risque de rentrer de plus en plus sur LinkedIn comme sur les autres réseaux, dans ce qu'on appelle une bulle informationnelle, c'est-à-dire d'être exposé surtout à du contenu qui nous intéresse et pas forcément à découvrir de nouveaux contenus. Ça, c'est clairement un risque aujourd'hui. On le voit bien avec tous les réseaux qui ne font que nous exposer à des contenus qui peuvent nous intéresser et surtout pas prendre le risque de nous proposer des contenus qui nous intéressent moins au risque d'aller voir ailleurs. Et ça, clairement, ça a vraiment un risque très, très très fort aujourd'hui et de s'auto-conforter dans sa propre opinion. Avec des risques, bien évidemment, surtout avec tous les contenus publiés par l'IA. Enfin, j'ai lu les chiffres la semaine dernière. Je ne sais plus combien il y a de posts qui ont été faits sur LinkedIn et d'images publiées par l'IA depuis 2 ans. Ça se chiffre en milliards. C'est impressionnant. Et avec beaucoup de profils qui ne maîtrisent pas nécessairement la structure de prompt, donc la manière de parler à des IA, et donc du contenu qui devient très, très uniforme, avec une marginalisation conséquente des voix qui ne sont pas forcément dans la ligne du parti. Beaucoup moins de diversité, bien évidemment, en conséquence, et un risque de perte de confiance dans la plateforme. Le risque derrière ça, c'est qu'il y a une demande de plus en plus forte des utilisateurs sur comment fonctionne l'algorithme de migration ailleurs en disant bah, ça me plaît plus, je m'y retrouve plus. Et ça, c'est des posts qu'on commence à voir arriver depuis une semaine de profils qui commencent à se dire voilà, LinkedIn n'a plus aucun intérêt et je vais commencer à aller voir ailleurs. L'IA, bah, au-delà du sujet d'uniformisation des contenus un peu nivellement par le bas, parce que l'IA n'a aucune intelligence, ça ne fait que ressasser une partie de sa base documentaire, mais ça ne réfléchit pas, ça ne crée rien, ça n'innove pas du tout. Des sujets de confidentialité, de sécurité, bien évidemment de manipulation. On l'a vu avec les manipulations sur les photos, les vidéos, etc. C'est assez bluffant. Bien évidemment, il va y avoir un risque, une attente de plus en plus forte de prise de parole corporate sur tous ces sujets, avec un risque de creuser un écart entre la prise de parole d'une entreprise et ses parties prenantes. Là, ça, c'est un petit peu de prospective sur ce qui peut se passer. Il faut savoir aussi que LinkedIn a très clairement, comme beaucoup d'autres acteurs, une stratégie anti-Google. Ça, c'est assez clair que Google est l'ennemi à abattre. Alors, vous savez qu'il y a à la fois la justice américaine qui doit se prononcer l'année prochaine sur le démantèlement éventuel de Google, mais également sur toutes ces verticales métiers. Google est extrêmement attaqué. Et LinkedIn, avec ses contenus, est clairement dans une approche, il ne faut pas oublier que LinkedIn, c'est Microsoft, de stratégie anti-Google. C'est-à-dire que LinkedIn, en fait, veut devenir le Google du B2B et devenir la principale source d'information B2B. Et qu'on se tourne aujourd'hui vers LinkedIn pour s'informer en B2B plutôt que d'aller sur Google. Très, très clairement. Comment ils ont fait ça? Bah, vous l'avez peut-être vu avec tous les articles IA qui sortent, vous avez des notifications en disant dans votre fil de notification, vous faites partie des rares experts sélectionnés pour vous exprimer sur le sujet.
C'est des contenus qui sont pendus par l'IA, donc il y a beaucoup moins de dépendance de LinkedIn à des publications externes. Il y a une gamification parce qu'on vous propose d'aller commenter, que si vous commentez assez, que vos commentaires sont bien notés, vous allez récupérer un badge Top Voice qui va durer 15 jours. Et donc ce système de gamification très propre aux réseaux sociaux se développe beaucoup sur LinkedIn. Et en fait, la stratégie derrière de cette gamification, c'est que ça permet à LinkedIn d'avoir un contenu qui est mis à jour en permanence, qui est rafraîchi en permanence, ce que Google adore. Google adore le contenu plus récent, le contenu plus ancien, mais tous les sites qui sont référencés aujourd'hui sur Google ne sont pas mis à jour avec la fréquence des contenus de LinkedIn qui, avec ce jeu de contenu IA, d'experts qu'on sollicite pour intervenir sur un sujet, de faire voter leurs recommandations, leurs commentaires, etc., bah, il y a une mise à jour en temps réel qui se fait, qui est extrêmement forte et qui fait qu'on le voit de plus en plus quand vous recherchez maintenant des sujets sur Google, des sujets B2B, vous avez parfois une page ou une page et demie de résultats qui sont quasiment que des articles ou des liens LinkedIn. Parce que bien évidemment, LinkedIn joue sur ce côté de contenu rafraîchi en permanence avec tous les jeux de commentaires qui vont s'opérer. Mais bien évidemment, LinkedIn a travaillé pour l'optimisation de SEO, donc l'optimisation de référencement Google de tous ces contenus. Donc, concrètement, après ces éléments de prospective, ce que je pense vont être les clés de LinkedIn en 2025 sur le contenu. Peut-être que je me plante, hein, c'est rien totalement de la prospective, donc je ne sais pas si j'aurai raison ou pas. C'est plus difficile de se positionner là-dessus que de dire voilà ce qui a fonctionné les mois derniers. Rappelle déjà pour tout le monde que sur LinkedIn, l'engagement est progressif. C'est-à-dire que quand on publie quelque chose sur LinkedIn, LinkedIn test. Systématiquement, il y a l'échantillon test lié à vos contacts, lié à vos followers, lié aux followers du hashtag, lié aux publications que les uns et les autres auront pu faire en disant, tiens, ça peut l'intéresser, on va aller l'exposer à cette personne-là. Et en fonction des réactions de ce groupe test à votre contenu, et de ça se fait extrêmement rapidement, LinkedIn va décider ou de le diffuser, ou de l'amplifier, ou de ne pas le diffuser. Donc, c'est ça, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais c'était important pour moi de le rappeler. Donc, clairement, quand on parle d'écrire pour l'algorithme, c'est de plus en plus écrire pour l'humain parce que le LinkedIn va mesurer comment est-ce que l'être humain, de plus en plus, comment est-ce que l'être humain interagit sur le contenu. Et ce qui va changer cette année, c'est, voilà, à mon avis, les critères, enfin, la pondération que LinkedIn va donner aux différents critères pour mesurer la pertinence de contenu. Et je pense que la tendance très forte qu'on commence à observer, qui, à mon avis, va s'amplifier en 2025, c'est le dwell time. C'est la capacité de capter du temps d'attention. Vous vous rappelez Patrick Lelay, le patron de TF1, qui disait notre boulot, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Bah, sur LinkedIn, c'est de plus en plus ça. C'est-à-dire que je pense que le poids des interactions commentaire, like va baisser parce que c'est facile. Un like, il suffit d'appuyer sur un bouton. C'est un like, on peut le faire par copinage, on peut le faire machinalement. Tiens, ça a l'air sympa. Il y a un titre qui est accrocheur. Il y a ça, ça m'a l'air intéressant. Je connais l'auteur. Il y a une belle image, il y a une vidéo sympa. Je fais un like. Les commentaires, tous les commentaires courts ont très peu de valeur pour LinkedIn. Un commentaire qui est juste là pour dire super article, super intéressant, j'ai appris beaucoup de choses, merci pour ces infos. Ça vaut quasiment pas grand-chose. Il y a aucun effort derrière. Ça montre pas du tout un intérêt réel. Ça peut être faussé. Il y a tous ces systèmes de commentaires automatiques, de pods, etc. C'est assez artificiel. Et la seule chose que LinkedIn va valider en termes de commentaires, c'est des commentaires longs qui font plus d'une phrase. Sinon, c'est des commentaires qui généralement sont très très peu pertinents, qui n'ont pas beaucoup de valeur. Et donc, par rapport à ça, un élément qui est super intéressant vraiment pour LinkedIn, c'est le temps d'attention. Est-ce que l'auteur de la publication a réussi à capter du temps d'attention des gens qui vont voir son post. Et donc, en plus, ça peut pas se fausser. On peut automatiser des commentaires, on peut automatiser des likes, on peut faire liker tous ses potes. Demander à tous ses potes d'aller passer 30 minutes sur notre contenu, c'est quand même plus compliqué. Donc, c'est très difficile à fausser. Et c'est pour toutes ces raisons que je pense que c'est vraiment un critère qui va devenir extrêmement important dans LinkedIn, d'autant qu'on le sait, et LinkedIn le sait très bien, que sur LinkedIn, il y a une majorité silencieuse. Moi, je crois que
95% des gens avec lesquels j'ai bossé sur LinkedIn, sur des demandes entrantes, n'avaient jamais au préalable ni liké ni commenté aucune de mes publications. Et ça a été directement un message dans LinkedIn ou un coup de fil ou un message par mail faisant suite à une publication, mais globalement, ces personnes n'avaient jamais ni interagi sur aucun de mes commentaires. Et donc, je pense que cet élément-là, vraiment, va devenir la métrique principale sur 2025, la capacité, pas seulement à capter l'attention, c'est facile, on fait un titre super accrocheur, les gens s'arrêtent. Donc, c'est pas suffisant. Est-ce que les gens vont, ça a été suffisamment intéressant pour qu'ils cliquent sur voir plus? Et une fois qu'ils ont cliqué sur voir plus, est-ce que il continue à être intéressé ou est-ce qu'en fait c'était ce qu'on appelle, dans le langage, on appelle ça putaclic. J'étais un titre super accrocheur, mais il n'y a rien derrière. Donc il suffit pas d'avoir un titre très accrocheur et derrière, rien derrière pour que ça fonctionne. Et c'est pour ça que je dis à l'année approche Press People, c'est que vraiment, il va falloir être très très fort dans la capacité qu'a la Press People d'avoir des titres extrêmement accrocheurs pour donner envie aux gens de s'arrêter. Ça, la capacité à capter l'attention va être essentielle, mais derrière, il ne faut pas décevoir. C'est-à-dire, si c'est juste un titre un peu choc, moi, quand j'ai fait une publication qui était le directeur marketing est-il réellement inefficace et incompétent, un truc comme ça, derrière, l'article était très structuré, construit, des chiffres, des argumentations, des citations, des sources. Ah, il y avait un titre super accrocheur, mais derrière, le contenu était à la hauteur. Donc là, c'est pas juste de mettre des super accroches, il faut vraiment que le contenu derrière soit de bon niveau. Et donc, voilà, l'engagement passif, donc qui ne va apporter aucune interaction. Et ça, c'est extrêmement difficile puisqu'on n'en a aucune information. Il n'y a rien qui nous indique. Pourtant, LinkedIn a l'info en disant sur votre dernière publication, le temps moyen était passé de X secondes ou X minutes. On n'a aucune information de LinkedIn. Donc, c'est très difficile à fausser. Et pour moi, vraiment, c'est vraiment l'élément super important pour l'année prochaine. Euh, Comment est-ce qu'on fait ça? Moi, voilà, c'est Ogilvy, ça fait partie de mes auteurs de citations préférés. Il y a 5 fois plus de gens qui vont lire le titre que ce que vous avez écrit. Quand vous avez écrit votre titre, vous avez dépensé 80 centimes sur votre dollar. Et c'est ce que vraiment, c'est cette capacité à travailler les hooks, l'accroche, c'est vraiment un élément qui est extrêmement essentiel. Donc, il faut vraiment, de plus en plus, toutes les techniques de copywriting. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est pas très compliqué, hein. Vous allez sur notre ami ChatGPT, et puis vous dites hein, quelles sont les différentes approches de copywriting. Ah là, il va vous donner la réponse, le AIDA, le PASS, le Bridge, etc. Donc, il va vous donner tous ces. Ah, donc, non, c'était pas la bonne question. Voilà, ça, c'est c'est un très bon exemple, garbage in, garbage out. Donc, c'est quelles sont les différentes structures? Je pense que ce sera mieux. Voilà, bon, AIDA, tout le monde connaît. Voilà, le PAS. Ah, donc, si vous ne connaissez pas ces éléments, vous demandez à ChatGPT, vous posez une question super simple. Donc, vous voyez, la bonne question à poser à ChatGPT, c'est pas les différentes approches de copywriting, mais les différentes structures qui vont vous aider à construire vos contenus. Il faut vraiment. La manière dont vous dites les choses est peut-être plus importante que ce que vous allez dire. Ok, il faut vraiment maîtriser ça, travailler les hooks. Alors, vous avez également, si vous dans ChatGPT, si vous rentrez dans le GPT Store, donc la boutique d'applications, et que vous mettez
Hook. Voilà. Viral hooks or hook for video, viral intro hooks. Donc il y a beaucoup Insta hook generator, hook generator GPT, viral hook generator. Vous avez plein de GPT faits qui vont vous aider à travailler, optimiser vos cas. Certains sont plus pertinents que d'autres. Les GPT, bah, c'est comme les applications iPhone ou comme les applications Android. Il faut en tester plusieurs pour savoir quelle est la bonne et celle qui nous correspond bien. Mais en fait, là, vous allez proposer. Donc, c'est vraiment, ces GPT travaillent sur le hook, donc vraiment sur l'accroche. Donc, vous allez donner votre texte, déjà, votre post déjà écrit, et vous allez demander à ces GPT de vous proposer un hook, 5 hooks, 10 hooks, 15 hooks différents pour cette publication. Et pour moi, c'est clairement c'est le temps passé sur le titre, sur l'accroche, il est au moins aussi important, voire plus long que le temps passé sur la publication, sur la rédaction elle-même du contenu. Structurez vos textes, il faut que ce soit facile à lire. Pensez qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vont lire vos publications dans le train, dans le métro, dans les transports en commun. Il faut que ce soit facile à lire sur mobile. Donc, il ne faut pas non plus sauter. Le LinkedIn n'est pas non plus qu'on fasse une ligne à seule ligne, une ligne à seule ligne. Il ne faut pas non plus jouer à ça pour essayer d'augmenter artificiellement le temps passé. Mais Bonjour. structurez vos textes, mettez des bullet points, mettez des espaces, voilà, une bonne clarté, une bonne lisibilité du texte, c'est également important. Donc, le fond joue et enfin, et la forme également. Encourager les commentaires, ça va être un élément extrêmement important puisque euh, notamment ça va, et notamment les commentaires longs, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc poser des questions ouvertes, éviter les questions fermées, demander leur avis à vos lecteurs, demander comment ils auraient fait dans les mêmes circonstances. Et puis, quand je dis proposer des discussions à valeur ajoutée en posant des problématiques où les gens peuvent apporter de la valeur, c'est-à-dire plutôt que de donner la réponse à un sujet, poser la question pour demander aux autres leur avis sur la question. C'est-à-dire que c'est pas tellement sur le... L'idée ne va pas tellement récompenser le partage de savoir, mais la capacité à animer des discussions, à animer des débats. Et donc, une stratégie peut être plutôt de donner directement sa réponse de poser une problématique, de demander à ceux qui lisent de donner leur avis ou la manière de voir le sujet, et sa réponse à soi, qu'on veut faire passer, on la mettra dans les réponses aux autres commentaires. Ça peut être plus pertinent comme stratégie que de dire voilà le problème, voilà la solution. C'est voilà le problème. Quelle serait votre approche? Quelle serait votre manière de traiter le sujet? Et après, dans les commentaires, on va donner sa réponse. C'est peut-être plus pertinent de fonctionner comme ça que directement un poste un peu professoral ou en disant bah, voilà mon expertise sur le sujet, je vous la partage et voilà comment faire dans ce cas-là. Donc, comment est-ce que vous allez optimiser pour Total? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, un texte extrêmement structuré sur la partie rédaction. Les PDF que vous allez rajouter, que vous pouvez mettre sur LinkedIn, vont être intéressants également s'ils sont riches en graphiques, s'ils sont téléchargeables. Ça va être des éléments qui vont être extrêmement intéressants. Les vidéos, vous avez vu qu'aujourd'hui, LinkedIn est rentré dans ce format de vidéos extrêmement courtes, un peu comme les shorts qu'on a sur YouTube. C'est aussi partie intégrante de LinkedIn maintenant. Ça peut être pertinent, mais là encore, c'est sur les vidéos, c'est vrai ici comme ailleurs, capter l'attention dans 5 secondes. Sur YouTube, il y a un format qui s'appelle In-Stream Ads. In-Stream Ads, vous payez pour ceux qui regardent à partir de 5 secondes. Donc vous avez vraiment, c'est un point de repère qu'on a sur les réseaux. En 5 secondes, si vous partagez une vidéo, les gens qui lisent vont se dire je continue, j'arrête. On peut transposer en disant que au bout de 5 secondes de lecture de texte, j'ai décidé si je continue ou si j'arrête. Donc vraiment, une fois de plus, ça c'est un élément qui est vraiment essentiel. Inciter à commenter. Et puis, ajouter aussi, moi je l'ai testé sur une des publications que j'ai faites l'autre jour en disant, en commençant par à l'école, j'ai toujours été dans les premiers de la classe en partant de la fin. Hier, et pour terminer par hier, j'ai donné un cours à l'X. Un cours à l'X, le côté de commencer par une touche personnelle sur lequel les gens peuvent s'identifier. Des gens qui ont été dans les 5 derniers de la classe, je ne suis pas le seul, il y en a plein d'autres. Et ce côté faciliter l'identification est aussi un élément qui peut être extrêmement intéressant dans vos publications. LinkedIn travaille de plus en plus sur la correspondance sémantique. Ils ont créé une équipe qui va justement travailler sur la bonne diffusion des contenus aux bonnes personnes
et notamment sur le fait que quand on fait des recherches de contenu, parce que vous savez que sur LinkedIn, on peut faire des recherches de contenu, quand vous rentrez dans le moteur de recherche, ici, vous avez la possibilité d'aller rechercher dans des contenus. Et LinkedIn a créé une équipe il y a quelques mois qui travaille là-dessus et sur la meilleure réponse possible à apporter par rapport aux recherches que vous faites sur du contenu. On en revient au sujet tout à l'heure d'indexation et de moteur de recherche B2B. Mais ce coup-ci, pas seulement pour le référencement Google, mais aussi dans ce qui se passe à l'intérieur de LinkedIn. Faites commenter. Et alors, enfin, je le répète, c'est un point super important, des commentaires longs. C'est-à-dire que c'est vraiment, de plus, LinkedIn ne va quasiment pas prendre en compte les commentaires courts. Donc, il faut que vous ayez une capacité à faire créer des commentaires longs, d'où la recommandation précédente de demander leur avis, de ne pas donner votre solution tout de suite au problème, mais de la donner dans un deuxième temps. Plus vous aurez des commentaires longs, là, c'est un deuxième effet booster de vos contenus, plus vos contenus sera partagé. Là encore, on est dans la même logique. C'est-à-dire que le dwell time, c'est le temps d'attention, c'est de réussir à capter l'attention des gens pour qu'ils restent sur le contenu. Et les commentaires longs, c'est ils sont tellement intéressés qu'en plus, ils commentent la publication et en plus, ils font des commentaires longs. Donc, on est toujours dans la même logique de capacité à capter et maintenir l'attention, qui sont pour moi les deux tendances fortes pour l'année prochaine. Donc, là, problème et pas de solution pour solliciter des commentaires. Identification, je m'appelle un petit peu là-dessus. Il s'agit plutôt de faire réagir que d'apporter une solution. Attention aux contenus polarisants, les contenus à clash, c'est super intéressant parce qu'on peut se laisser griser. C'est des contenus qui peuvent très rapidement générer beaucoup de likes, de commentaires, etc. Ce qu'on appelle les rage bait. Euh, je préviens avant, le lecteur est prévenu. J'ai demandé à ChatGPT des exemples de titres de contenu rage bait. Donc, ce que je vous mets là, c'est du copier-coller de ChatGPT. Je dégage toute responsabilité perso sur le choix des titres d'articles proposés par ChatGPT quand je lui demande des illustrations d'articles rage bait. Donc, c'est très bien. En termes d'engagement, etc., le risque, c'est que LinkedIn n'aime pas du tout ce type de contenu et qu'à terme, il risque d'y avoir euh, un retour de manivelle et pourquoi pas des sanctions sur les personnes qui publient ce type de contenu. Donc, exemple, voilà, de deux types d'accroches de contenu polarisant. Les jeunes ne veulent plus travailler. Voilà, bon, je vous laisse lire la proposition de ChatGPT. Et donc, j'ai demandé, bah, comme il y avait cette proposition, j'ai dit, ouais, c'est bien, mais il faut aussi que tu trouves un truc sur les hommes. Et donc, voilà, des types de contenus. On se doute bien que si on fait ce type de publication sur LinkedIn, nécessairement, ça va générer beaucoup de commentaires dans les deux sens. On peut se laisser griser. Attention à ça. Ce n'est pas du contenu que sur le fond, LinkedIn apprécie particulièrement. Donc, attention à ce type de contenu. Ouais, clairement, il faut accepter les fluctuations, c'est-à-dire que bah, vous allez avoir un post qui, moi, ça m'est arrivé, j'ai fait un post qui a fait 7000 vues et le suivant, il en a fait 600. Pourquoi ça tombe comme ça, fortement d'un coup à l'autre? Donc, faut pas s'inquiéter par rapport à ça. C'est que le même jour, bah, il y a LinkedIn teste l'algorithme, il y a notre actualité, il y a un autre contenu qui a capté l'attention plus que le vôtre. Donc, c'est le côté timing ou coup de bol va aussi jouer. Mais voilà, faut pas s'arrêter à un contenu qui a mal performé. Faut tester, bien évidemment, différents formats, différents jours, différentes heures. On me demande assez régulièrement quels sont les bons jours, quelles sont les bonnes heures. Il n'y a pas de règle. Moi, j'ai des contenus qui ont cartonné le lundi matin, d'autres pas du tout cartonné, d'autres le jeudi à 17h, qui n'était pas du tout, a priori, un très très bon créneau. Et voilà, c'est très très difficile, en fait, de déterminer le meilleur timing pour publier. Hugues, que j'ai dit au début, je ne sais plus si tu étais là au début, mais je fais de la prospective, c'est-à-dire j'essaie d'imaginer par rapport à ce que j'observe de LinkedIn, ce qui peut être les tendances pour l'année prochaine. Et je ne dis pas il faut, je dis qu'il est enfin, un des moyens d'aller dans cette logique de temps d'attention et de contenu qui va être propagé par LinkedIn parce on aura réussi à avoir des commentaires longs. C'est plutôt de poser le problème, de demander l'avis des uns et des autres
Ce qui fait que quand on demande son avis, on demande notre avis, on peut avoir tendance à le donner, notamment si la question est bien posée et que c'est une question importante pour nous. Donc, ça va être plus facile avec ce type de contenu d'engager des contenus longs, puisqu'on va pas être dans juste euh, super intéressant, merci pour ces éléments, parce qu'on pose une question. Donc, on va plutôt dans des commentaires qui vont être rédigés et longs. Donc, on va en tout cas se mettre dans les bonnes dispositions pour avoir des commentaires longs, et on pourra tout à fait, dans un commentaire ou dans une réponse à notre commentaire, donner sa vision du sujet. Je pense que c'est clairement une stratégie à tester euh, voilà, qui me semble bien correspondre à ce que LinkedIn pourrait attendre en ce moment et pour les premiers mois de l'année prochaine. Donc voilà, quelques exemples donc, pour faire commenter. Post structuré, voilà, donc en trois temps, titre, body, appel à l'action. PDF interactif, vidéo courte, quelques exemples de titres qui vont rentrer dans cette dynamique. Le SSI, alors j'ai encore revu le SSI, donc le Social Selling Index. Hein, vous y avez accès, pour ceux qui ne connaissent pas, très facilement en allant sur Google, chercher LinkedIn SSI. Et vous arrivez sur la plateforme ici de LinkedIn Business Solutions qui va vous donner votre score SSI en quelques secondes. Donc c'est juste une mesure que vous donne LinkedIn en fonction de différents critères de présence sur la plateforme. Et je lis encore régulièrement des posts en disant que plus on a un SSI élevé, plus on aura des publications qui auront des vues. Moi, je partage absolument pas du tout ce point de vue. C'est un petit peu à l'encontre de ce que vous pouvez entendre sur LinkedIn. Je n'ai jamais constaté aucun impact, aucun lien direct entre le SSI et la diffusion ou l'engagement. Pour moi, la SSI, c'est une mesure du passé, c'est pas une prédiction de l'avenir. C'est-à-dire que compte tenu de ce que vous avez fait sur LinkedIn jusqu'à maintenant, voilà votre SSI à aujourd'hui. Mais c'est pas parce qu'on a un SSI à 70, à 80 ou autre que nécessairement on va avoir des postes qui auront plus de visibilité. J'y crois absolument pas du tout une seconde. C'est pas le fonctionnement de l'outil. Et donc, voilà, comme les recommandations de faites monter votre SSI pour avoir plus de vues. J'ai jamais vu de corrélation entre les deux. Alors, il y a peut-être une conjonction de. Bah, il se trouve qu'il il y a eu beaucoup de vues, il y a un SSI qui est élevé, mais de là qu'il y a un lien de cause à effet entre les deux, j'ai beaucoup de mal à y croire. En tout cas, d'impact du SSI sur les publications futures, franchement, c'est un sujet auquel je ne crois absolument pas une seconde. Ce que je propose pour ceux qui souhaitent, alors c'est la première fois que je fais ça, puis après je répondrai aux questions que vous pouvez avoir sur les 20 minutes qui restent. Euh, je vais faire tester un GPT que j'ai créé justement sur ce sujet de copywriting. Donc, je suis absolument pas sur un GPT qui, comme vous voyez habituellement sur LinkedIn, avec des promesses de vous allez, avec mon GPT, vous allez un prompt magique qui va vous permettre d'avoir des contenus qui vont générer des dizaines ou des centaines de likes. Pas du tout. Moi, j'ai créé un GPT uniquement sur les structures de copywriting. Donc, j'ai intégré en fait dedans toutes les structures de copywriting que je connaissais. Le GPT, par rapport à une thématique, va vous faire une recommandation de structure de copywriting qui paraît la plus pertinente. Il y en a à peu près une dizaine qui sont rentrées. Le Bridge, le PIAS, le AIDA, etc. Et j'ai demandé également en instruction à l'outil euh, de faire une rédaction enfin, qui ne rentre pas dans une rédaction de type IA, voilà, pour qu'on ait l'impression le plus possible que c'est une rédaction humaine, en éliminant un certain nombre de tics de langage et de structures de phrases qui sont caractéristiques d'un contenu IA. Donc pour ceux qui veulent essayer, c'est un test une semaine. Donc dans une semaine, je le désactive. Donc si vous voulez le tester, vous avez une semaine pour le faire. Donc, il faut que je mette le lien, le test GPT. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent le tester, je pense qu'il faut que je fasse ça. Dans le chat, je mets hop, contenu à tout le monde, participant en salle de réunion. Voilà, tout le monde en salle de réunion. Donc, je mets le lien ici. Donc, logiquement, en reprenant ce lien, vous devez avoir accès à ce GPT que j'ai créé. Dans une semaine, une fois plus, je le désactive, donc vous n'aurez plus accès du tout. Euh,
Voilà, l'idée, c'est que bien évidemment, si celles et ceux qui le testent peuvent me dire c'est bien, c'est pas bien, ça bug, ça marche pas, je suis content de ce que ça m'a donné, du résultat, et quali et quanti. Voilà, bien évidemment, ce serait très sympa de votre part, voilà, pour savoir si effectivement c'est quelque chose qui peut aider. Voilà, un GPT, quand on en crée un, il y a toujours un test and learn. Pour l'instant, moi, je l'ai testé plusieurs fois. J'ai fait tester à des gens que je connais, mais il y a toujours une suspicion de est-ce qu'il dit que c'est bien parce que c'est bien ou est-ce qu'il dit que c'est bien pour me faire plaisir. Et donc, voilà, je pense qu'avec des gens que je connais plus ou moins dans tous les participants qu'il y a ce matin, il y aura des contenus qui seront beaucoup plus direct. Moi, je cherche pas à ce qu'on me dise que c'est bien parce que c'est bien. Voilà, juste, vous pouvez avoir la gentillesse en retour de me dire, de m'envoyer un mail, leur message LinkedIn. J'ai testé, c'est nul, j'ai pas aimé, j'ai rien appris, ça m'a rien apporté, ou ça m'a permis de comprendre le copywriting, ou je vois plus à quoi ressemble un post à faire sur LinkedIn, ou voilà, tous vos feelings sur le sujet, ça m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Cécilia, est-ce que le SSI peut avoir une importance pour améliorer sa visibilité dans les recherches à défaut sur les impressions des publications? Alors, est-ce que, il y a deux questions dans la question, Cécilia. Est-ce que ça rend le contenu plus visible dans les recherches pour ceux qui vont chercher du contenu? Non, pas nécessairement, parce que de ce que j'ai compris du travail de LinkedIn sur, comment ils appellent ça déjà? Euh, la concordance. La correspondance sur la correspondance sémantique. Non, non, ça c'est une question euh, de correspondance entre la thématique de la publication et les centres d'intérêt des uns et des autres. Donc, je vois pas comment ça peut impacter. Est-ce que le SSI rend plus visible dans le moteur de recherche? Pas du tout, absolument pas. Moi, un des profils que j'ai refait, qui a eu le plus de résultats en termes de retour en 30 chasseurs, il a un SSI qui est à 16. Et c'était un DAF. Et j'ai des DAF qui ont des SSI à 75 et qui ont beaucoup moins de retours. Donc, le moteur de recherche de profil, c'est une recherche de compétences slash mots-clés dans un profil. Donc, le SSI n'a aucun impact. Est-ce qu'on a les mots-clés en question dans son profil ou pas? Et à l'endroit où les recruteurs le recherchent ou pas? Donc, non, non, pour moi, ça n'a absolument aucun impact. Euh, Ébrick, est-ce que si on bondit sur les commentaires, ça a un impact? Oui, bien évidemment, LinkedIn aime pas trop celui qui se la joue solo, qui publie sans jamais commenter chez les autres et qui a des commentaires sans jamais répondre aux commentaires. Donc, LinkedIn semble, a priori, semble donner un petit coup de booster à ceux qui vont prendre le temps de répondre aux commentaires qui leur sont faits. Est-ce que la qualité des commentaires est prise en compte? Ça, c'est plus compliqué parce que la perception de qualité d'un commentaire, elle est très personnelle. En fonction de sa connaissance du sujet, on va se dire qu'un commentaire est super intéressant ou qu'il est absolument sans intérêt. Donc ça, je pense pas que LinkedIn puisse le pondérer parce que c'est un sujet qui est très, très relatif et qui dépend de l'appréciation de chacun. Donc je vois pas comment LinkedIn pourrait prendre en compte la qualité. Pour l'instant, c'est vraiment le les commentaires longs parce qu'on a réussi à capter du temps d'attention. C'est vraiment ça que LinkedIn va aller récompenser. Gwen, est-ce que le changement de contenu d'un post après publication peut impacter l'algorithme? Oui, il semblerait. Une fois de plus, on se base sur l'étude, je crois que il s'appelle Bloom ou un truc comme ça, celui qui publie, je crois que c'est un Néerlandais qui publie son étude annuelle. Il semble indiquer que si on fait une modification après publication, ça impacte. Maintenant, si c'est une modification qu'on doit faire parce qu'il y a un truc qui n'est pas bon dans l'article, on a fait une coquille, on a fait un contresens, on a oublié un mot, on n'a pas le choix, il vaut mieux revenir, éditer, corriger et avoir un contenu qui part bien plutôt qu'un contenu qui sera peut-être moins vu, qu'un contenu qui sera plus vu mais avec des erreurs ou un contresens ou des mots qui manquent. Donc, si c'est vraiment pour des questions de qualité qu'on n'a pas le choix, euh, il vaut mieux revenir dessus et le corriger, je pense, plutôt que de laisser partir l'article tel quel. Émeric, quel est le pourcentage de ces contacts touchés par un poste? Euh,
j'avais entendu dire il y a quelque temps qu'on était sur un premier test qui était de l'ordre de 2% de son audience, mais c'était pas une source officielle. Et LinkedIn, bien évidemment, ne donnera aucun chiffre officiel là-dessus, donc c'est très très difficile de dire. Euh, Moyen de les atteindre, bah, l'idéal, malgré tout, LinkedIn, enfin, ils sont pas non plus totalement philanthropes. L'idéal, bien évidemment, c'est les contenus sponsorisés, parce que les sponsors sponsorisés, vous allez dire, je veux que mon contenu s'affiche sur la page d'accueil de profils qui ont telle et telle caractéristique. Et donc là, on est sûr de toucher les bonnes personnes. Le problème, en fait, des contenus qu'on publie depuis son profil perso, c'est que comme ils vont se répandre sur LinkedIn au gré des commentaires, des likes, etc., on n'est pas du tout sûr que le contenu qu'on va publier touche les bonnes personnes. Alors bien évidemment, il y a la correspondance sémantique, mais la correspondance sémantique, c'est des gens qui s'intéressent au sujet. Mais les gens qui s'intéressent au sujet ne sont pas forcément des décideurs sur mon business. Euh, si je publie un truc sur l'IA, ça peut être quelqu'un qui a un étudiant ou un chercheur en IA qui s'intéresse à l'IA. Ok, il est super intéressé par le sujet, pour autant, c'est pas un décideur sur le sujet. Donc, on est sûr de rien en fait avec ces publications perso. L'avantage du payant, alors, mais c'est qu'il est possible que depuis page entreprise, on ne peut pas sponsoriser depuis un profil perso, c'est qu'on va dire, bah, je veux que ça s'affiche sur les pages d'accueil de telle et telle personne. Et là, effectivement, c'est le seul moyen d'être sûr de vraiment toucher les bonnes personnes. Ou alors, moi, ce que j'ai fait de temps en temps, c'est que j'ai publié un article et que je l'ai envoyé à chacune des 80 personnes de mon réseau ou 100 personnes qui étaient intéressées. C'est un boulot de fou parce qu'il faut rentrer dans son carnet d'adresses, faire une recherche de contact avec ceux qui ont changé de poste depuis qu'on les a rentrés dans son réseau, avec ceux qui se seront appeler directeur ou chief ou aide, qui aura un profil en français ou en anglais, donc très difficile à trouver, faire sa liste. Et puis après, cette liste-là, à l'époque où je l'avais faite, je ne sais pas si c'est possible aujourd'hui, il y avait assez peu d'outils d'automatisation pour leur envoyer un message direct. Et donc il fallait envoyer un message au premier, puis au deuxième, puis au troisième, puis au quatrième, ce qui était hyper fastidieux. Mais là, j'étais à peu près sûr qu'il l'avait lu. Et en fait, la stratégie dans ces cas-là, c'était pas du tout ce que font les bourrins de la prospection commerciale. Et j'ai publié un article, voici le lien. Non, c'est j'ai publié un article sur ce sujet, si ça t'intéresse, je te l'envoie. Ce qui est vraiment la stratégie, enfin, d'approche quand on envoie un contenu, ne pas présupposer que ça va intéresser notre interlocuteur. Ne pas se comporter comme tous ceux qui spamment avec les outils automatiques et qui vont envoyer un contenu à la sulfateuse en espérant que ça rebondisse derrière. Ça, c'est pour éviter ces inconvénients. L'avantage de faire ça, c'est que vous savez qui est intéressé, alors que quand vous envoyez directement l'article, vous ne savez pas si la personne est intéressée ou pas. Bonjour, j'ai publié un article sur tel sujet, voilà un lien vers l'article. Vous savez, à moins de mettre une URL traquée, ce qu'il faut savoir faire, vous savez absolument pas qui aura intéressé ou pas. Alors que si vous dites, si ça vous intéresse, je vous l'envoie, bah, vous savez qui est intéressé. Et en plus, vous faites ainsi de cette manière reconnaître votre rôle d'expert, puisque l'autre sollicite votre article, donc elle reconnaît implicitement votre rôle d'expert du sujet. Et en plus, vous équilibrez la relation, puisque c'est vous qui êtes demandeur, in fine, d'une connexion one-to-one ou d'un coup de fil ou d'un message avec cette personne que vous avez identifiée comme décideur potentiel sur vos sujets, mais vous rééquilibrez les choses puisque vous la mettez en position de vous demander des éléments sur votre expertise. Et donc vous rééquilibrez la relation commerciale. C'est plus quelqu'un qui est demandeur et quelqu'un qui doit dire je donne rendez-vous ou pas. C'est quelqu'un qui fait en sorte que l'autre, à qui il a envie de vendre un service, devienne demandeur. Et donc on a tout à gagner à fonctionner en deux temps en disant j'ai fait ça, si ça vous intéresse, je vous l'envoie. Mais ça prend énormément de temps parce que j'ai pas vu d'outil pour le faire en automatique. Euh, Arnaud, est-ce que les posts ont plus d'impact sur le profil perso de la page entreprise? Ah ben clairement depuis le profil perso, puisque pour une raison très très simple, c'est que depuis la page entreprise, c'est un produit de LinkedIn, c'est une source de business. Et donc si LinkedIn rend visible les contenus depuis la page entreprise, personne ne va jamais payer. Or l'objectif c'est qu'on paye. Donc bien évidemment, les contenus de page entreprise sont bridés par rapport au contenu profil personnel. D'ailleurs, quand vous allez sur la page d'accueil de LinkedIn, ici, ici, page d'accueil, contenu perso, contenu sponsorisé, donc 1.
Contenu perso 2, contenu sponsorisé 1. Contenu perso 3, contenu sponsorisé 1. Contenu 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 6.3, 7.3, 8.3. Là, on arrive à 9,4. Vous voyez, sur à peu près le ratio il y a de publications entre les deux. Donc, vous voyez qu'on va quand même beaucoup plus. Alors, on voit quand même beaucoup plus de contenu payant, mais statistiquement, vous voyez qu'on voit quand même 2 fois plus de contenu perso que de contenu payant. Bon, c'est une illustration clairement par par l'exemple. Euh, là, je pense qu'il y a un problème sur votre. Henri, comment ajouter des mots-clés dans un post? Ont-ils pu ajouter dans un post, dans le profil? Henri, tu poses une question sur les hashtags, c'est ça? Je vais juste prendre le Oui, micro pour. oui. T'as pas de micro, Henri. Donc, tu me fais signe par la caméra si c'est juste pour les hashtags ta question? Ok. Alors, c'est une question qui revient extrêmement souvent. Les hashtags dans un profil n'ont aucun impact. Aucun. Vous voyez que dans les publications, un hashtag. Il faudrait que j'en trouve un dans cette publication. Bien évidemment, il n'y en a pas. Euh, Aguilar, généralement, il n'y en a pas. Ça, typiquement, LinkedIn n'aime pas le contenu qui fait une ligne de texte, 2 lignes d'espace. Ça, LinkedIn, typiquement, n'aime pas ce genre de pratique. Même si d'ailleurs, ça donne beaucoup d'interaction. J'aimerais bien un contenu avec des hashtags. Voilà, ici, il y a 3 hashtags. Vous voyez que dans une publication, les hashtags sont bleus et cliquables. Si je clique dessus, j'arrive sur le hashtag ChatGPT qui a 119 000 followers. Dans un profil, le hashtag, c'est un dièse, enfin, c'est un caractère normal, c'est un dièse avec un mot derrière. Donc ça n'a aucun impact. Le seul impact éventuel du hashtag dans un profil, c'est que le lecteur peut être attiré par le symbole hashtag, qui est rentré dans les codes maintenant du digital, et y aller. Mais quitte à attirer l'œil de quelqu'un sur une zone du profil, autant mettre un emoji qui aura de la couleur, qui sera beaucoup plus efficace pour attirer l'œil sur un élément particulier, sera beaucoup plus efficace qu'un hashtag. Sur les hashtags, pour revenir sur l'autre partie de ta question, sur quel hashtag ajouter, si on veut mettre des hashtags, je pense qu'il faut à la fois, il y a 3 types de hashtags. Il y a le hashtag générique, assez large, comme celui-là, beaucoup de followers. ChatGPT, encore que c'est pas énorme, parce que c'est peut-être un petit peu plus récent, 119 000 followers. Donc, trouver des hashtags sur lesquels il y a beaucoup de followers. Là, l'avantage, c'est que ça touche du monde. L'inconvénient, c'est que c'est pas ciblé. Premier type de hashtag. Deuxième type de hashtag, c'est un hashtag beaucoup plus précis, qui aura beaucoup moins de followers, mais beaucoup plus ciblé, intéressé par la thématique. Toujours pareil, hein, dès qu'on rentre dans une thématique plus spécifique, elle s'intéresse beaucoup moins de monde puisqu'on rentre dans une niche. Donc là, l'intérêt de ce type de hashtag-là, c'est que peut-être il y a moins de followers, mais ceux qui suivent l'hashtag sont vraiment intéressés. Et puis, troisième type de hashtag, hein, le hashtag perso ou brandé, où on va reprendre un hashtag ou le nom de l'entreprise. Et dans l'idéal, il faudra un mix des trois. Un hashtag large pour toucher du monde, un hashtag ciblé pour toucher moins de monde mais des gens intéressés, et un hashtag autour de sa marque pour avoir des followers de son hashtag en plus de ses followers. Je pense que les followers d'un hashtag qu'on crée à sa marque seront plus exposés à notre contenu que nos followers à nous. Puisque c'est assez logique, les gens qui suivent un hashtag qu'on va créer s'intéressent à notre contenu, donc logiquement, ils devraient y être exposés, alors que quelqu'un qui se contacte avec nous ne s'intéresse pas forcément à notre contenu. Moi, je suis en contact avec plein de gens qui s'intéressent absolument pas à mon contenu parce que on s'est croisés sur des réunions, parce que c'est de la famille, des amis, parce que on leur a dit de me suivre, parce que tout un tas de raisons, parce qu'ils veulent mes publications LinkedIn, mais mes publications marketing, ça ne les intéresse pas, ou inverse.
Et donc, tous nos followers perso ne sont pas forcément intéressés par tout ce qu'on publie. En revanche, les followers d'un hashtag à notre marque ou à notre nom sont intéressés par ce qu'on publie d'une manière générale. Et donc, ces personnes-là sont nécessairement plus exposées à nos contenus. J'espère que ça répond à ta question. Question suivante. Les mots-clés sont importants dans les posts. Emmanuel, bah, je pense que c'était la même question que Henri, enfin, ce que je comprends. Si je trompe, tu me corriges dans un autre commentaire. Euh, Florence, est-ce que mettre des émoticônes ou des hashtags renforcent la visibilité? Bah, oui, les hashtags, on vient de le dire indirectement, puisque je pense que dans le groupe de test de départ, LinkedIn va les tester auprès des followers du hashtag. Donc, je pense que c'est important. Et les émoticônes, dans le texte, alors, dans le texte, ça peut aider à structurer. Le fait de mettre un émoticône avec, je sais pas, un main qui va à poil. Généralement, j'en fais pour un texte, LinkedIn, il n'y a pas de mise en forme, il n'y a pas de gras, il n'y a pas d'italique, il n'y a pas de couleur. La seule mise en forme, c'est de faire des paragraphes, des bullet points et des émoticônes. Donc, j'ai plutôt tendance à remettre dans un texte, ne serait-ce que pour égayer, pour marquer différents points d'entrée dans le texte. Ça fait un guide de lecture d'une certaine manière. Ça peut être aussi intéressant, les hashtags dans le titre. On a dans l'accroche qu'on va avoir. Là, il y a juste du texte. Si j'ai une accroche avec en plus des pictos, ça peut être intéressant. Ça peut être ça peut attirer l'œil. Et aujourd'hui, donc vous le savez, hein, quand vous écrivez sur LinkedIn, vous faites Windows, point virgule, pour afficher les émoticônes de LinkedIn, mais avec une base de données qui est relativement courte. Et sinon, vous faites, enfin, le plus simple, hein, c'est vous faites votre post et vous êtes dans le chat GPT, vous lui dites ajoute-moi un émoticône en début de chaque phrase, il fait ça en 3 secondes et c'est réglé. Enfin, c'est très très simple. Et il y aura de fait beaucoup plus de choix que si vous faites dans l'interface de LinkedIn qui est enfin, quand même assez courte. Il n'y a pas beaucoup d'émoticônes proposés par LinkedIn. Très bonne reco de Noémie, merci beaucoup. Si vous mettez des hashtags, faites-le à la fin. Ça brûle la lecture. En plus, il n'y a pas d'impact hein, qu'on le mette au milieu ou à la fin. Il n'y a pas beaucoup d'impact en plus ou en moins. Dans le corps du post, ça peut effectivement perturber. Et aller éventuellement sur Perplexity, demander, ça je n'ai pas testé encore, mais merci du conseil, Perplexity pour demander... Florence Claude, c'est une autre IA, Claude. Euh, Claude IA. J'insiste sur le fait qu'il faille que, bonjour tout le monde, sur le Et fait que qu'il j'avais faille testé, mais en fait, que l'inconvénient Claude, de Claude, c'est qu'on est obligé rapidement de passer en payant. Voilà, quand on paye déjà oui, ChatGPT, c'est pas oui, forcément justifié de payer Claude en plus. J'ai pas trouvé de valeur d'usage particulièrement spécifique sur Claude, mais c'est vrai que j'ai pas trop suivi non plus toutes leurs dernières nouveautés. c'est très Perplexity, pour intéressant ceux qui couplé connaissent à pas, Perplexity. Claude tout c'est un seul, concept super intéressant. Euh, En fait, c'est un moteur de recherche sur une page, c'est-à-dire quand vous cherchez un sujet, alors, au lieu d'avoir des résultats sur 150 pages comme sur Google, par exemple, vous faites, faites-le, faites-le, vraiment. Avant un entretien, recrutement, entretien chasseur, entretien recruteur, entretien je ne sais quoi, vous ne savez pas quel usage aura l'autre des réseaux. Allez tester, allez vous rechercher sur Perplexity, savoir ce qui sort. C'est juste savoir ce qui sort. Que vous soyez préparé, si jamais ce que sort Perplexity vous plaît pas, que vous ayez des éléments de réponse. Et là, vous voyez, en fait, euh, vous n'avez pas comme sur Google un lien, puis un lien, puis un lien, puis un lien, et vous devez faire 5 liens pour avoir une réponse. Vous avez une synthèse directement. Voilà, puis il dit où j'ai écrit des bouquins, où est-ce que je donne des cours, quelle est ma formation, depuis combien de temps je fais du digital. Voilà, et puis derrière, il y a des trucs intéressants. Quels sont mes meilleurs livres, quelles sont mes stratégies digitales recommandées, comment j'ai réussi à me démarquer, quelles sont mes conférences marquantes, pourquoi la data est importante pour moi. Donc vous avez en fait une synthèse du sujet sur une page. Le concept que je trouve super intéressant, c'est une startup IA qui est valorisée aujourd'hui 500 millions et qui s'améliore. Il y a, il y a un mois, mon fils de 8 ans était manager dans une boîte de conseil au board et il avait une équipe de commerciaux sous sa responsabilité, diplômé d'une école de commerce. À 8 ans, c'était plutôt pas mal. Et maintenant, fort heureusement, il a corrigé le tir et il me dit qu'il n'a pas d'informations particulières sur mon fils de 8 ans, ce qui est plutôt rassurant.
Donc l'outil s'améliore dans le temps, bien évidemment. Mais voilà, testez-le. Il suffit d'un Gmail Connect, donc vous avez un Google Connect, donc vous mettez votre adresse Gmail, vous êtes automatiquement connecté sur la plateforme ou sur une adresse mail. Testez-le, ne serait-ce que sur vous, pour voir ce qui va ressortir. Et le cas échéant, être préparé à, tiens, j'ai vu sur Perplexity que, euh, on ne sait jamais ce qui peut ressortir, des trucs d'étudiants, voilà, qu'on a un petit peu passé qu'on a un petit peu oublié et qui peuvent ressortir. Euh, Ok, bah merci Noémie pour les conseils. Euh, Sandra parle de Walaxy. Walaxy, c'est une start-up française super intéressante qui a changé de nom plusieurs reprises et dont le fondateur s'est fait plusieurs reprises fermer son compte par LinkedIn parce que ce que fait Walaxy, LinkedIn n'aime absolument pas. C'est une start-up qui cartonne, qui marche très très bien. C'est une des premières qui a lancé des, de l'automatisation sur LinkedIn. En fait, une plateforme d'automatisation de prospection. Ça veut dire que vous allez programmer des scénarios en disant, bah, j'ai ces 50 personnes qui sont dans ma cible de contact. Tu vas simuler une visite de leur profil. Comme ça, s'ils me voient, bah, quand je vais les contacter 2 jours plus tard, ils auront déjà vu ma photo 2 jours avant ou la veille, donc je ne serai pas totalement inconnu. Donc, tu commences par simuler une visite de profil. Le lendemain, tu envoies une invitation. Si l'invitation est acceptée, le lendemain, tu envoies ce premier message. Et 2 jours après, tu envoies ce message-là. Et 3 jours après, tu envoies ce message-là. Donc, en fait, on va programmer des scénarios d'engagement sur la plateforme. Walaxy a évolué en fournissant des templates parce que c'est très bien de dire, ouais, c'est bien, j'ai un outil qui me permet d'automatiser, mais je ne sais pas quoi dire. Donc, Walaxy propose des templates, mais de ce que j'en connais, la limite de l'exercice, c'est la personnalisation, c'est-à-dire que des messages de prospection totalement indifférenciés, on en reçoit tous les jours, voire toutes les semaines. On sent que c'est totalement impersonnel. Et clairement, les décideurs ultra sollicités ont de moins en moins tendance à répondre à des messages dont ils sentent que 50 personnes ont reçu le même. Donc c'est un peu une des limites de l'exercice de ce que je connais actuellement du modèle sur le manque de personnalisation. Vous avez d'autres outils qui font ça. Vous avez Linked, euh, Helper. Le gros avantage voilà, de Walaxy, c'est que c'est une solution française. Et donc, quitte à prendre un outil automatique, autant prendre une solution française. Donc, vous avez Linktelper, qui est une solution américaine. Vous avez Dux Soup, qui est aussi une autre solution du même type. Vous avez EvaBoost, qui est pas mal pour aller qui sont à 2 millions déjà de ARR, Recurring Revenue, qui va vous aider en fait à sortir les mails de vos contacts depuis 16 navigateurs. Donc, il faut déjà avoir 16 navigateurs. C'est assez efficace en termes de scrapping, d'extraction d'emails, mais il faut 16 navigateurs. Mais l'outil est plutôt pas mal. Encore, c'est une solution française. Même si tout est en anglais, Everboot est une solution française et c'est plutôt assez efficace. Mais on est plutôt dans une dynamique prospection commerciale. Vous avez Yann qui est un peu plus, qui semblerait, qui est plus récent, qui semblerait être un peu plus avancé que Walaxy en termes de personnalisation. Et puis vous avez ce que je connais aujourd'hui comme étant la solution, là je suis pas du tout actionnaire de chez eux, hein, de prospection personnalisée. En fait, Human Linker va proposer des messages personnalisés, automatisés, mais en personnalisant à partir du profil. Autre solution qui le fait, Léo Bizdev, que je connais un petit peu moins, qui semblerait aussi rentrer plus dans la personnalisation, Donc tous ces outils sont des outils d'automatisation, mais donc plutôt dans une dynamique commerciale, voire recrutement, mais surtout commerciale avec un outil automatique, le plus gros, le plus connu, le plus répandu, à ma connaissance, qui est Walaxy, euh, et des outils qui vont rentrer plus dans la personnalisation
clairement Human Linker que là, qu'on m'a invité à, ils m'ont invité à une démo il y a quelques jours, donc je vais assez bien le truc. Léo Bizdev, ils m'ont aussi envoyé une démo que j'ai pas encore eu le temps de tester, qui semblerait rentre dans cette démarche aussi d'automatisation slash personnalisation. Y a-t-il un outil simple, efficace pour se lancer sur le format vidéo call quand on veut se lancer? Ouais, il y a plein de, il y a plein de, il y a plein de GPT. Qu'est-ce qu'ils sont là? Ici. Je suis dessus. Des textes to vidéo. En fait, il y a plein de. Moi, j'ai testé Vidéo GPT, j'ai testé CapCut, j'ai testé InVideo, etc. Là, il y a plein d'outils, effectivement, pour aller le faire. Alors, ça, en fait, ça va vous faire des vidéos IA. Donc, on ne va pas forcément apparaître dessus. Sur les vidéos perso, en fait, il y a deux choses dans la vidéo. Il y a trois choses. Il y a le scénario. Et dans ce qu'on va raconter, il y a les effets et puis il y a la captation. Je crois qu'en outil mais je suis pas du tout spécialiste, OBS semblerait être la meilleure solution, la plus conviviale, la plus user-friendly pour ceux qui débutent en vidéo. OBS, bon, je sais pas pourquoi est-ce qu'il ne veut pas m'y emmener. Bon, je sais pas pourquoi le Google ne veut pas fonctionner, m'emmener sur OBS Studio. Qui semblerait être le bon truc. Beaucoup, en fait, des vidéos qu'on voit circuler sur LinkedIn sont des vidéos faites depuis son mobile. Peut-être que Canva aussi a un format, je ne sais pas s'ils ont un format de vidéo reel. Canva, ouais. Voilà, donc vous avez Canva qui le propose. Ouais, il y a plein d'outils pour le faire. J'ai jamais testé en fait pour te répondre pour le point, mais voilà, tous ces outils, je pense. Après, il y a aussi une question d'affinité. On aime ou on n'aime pas ces outils, mais voilà, tu peux essayer ces différentes plateformes pour le faire. Sébastien, ce qui a intérêt à mentionner des personnes ou sociétés avec un hashtag. Oui, on peut le faire, Sébastien, mais en fait, comme il y a beaucoup de gens qui abusent de ça en disant je vais taguer des décideurs, je vais taguer des gens que je prospecte, je vais taguer des influenceurs pour qu'ils reprennent mon contenu ou qui soient notifiés, qui s'apparentent un petit peu enfin, ce que LinkedIn apparente un petit peu à du spam. Si tu tagues des gens mais qu'ils ne répondent pas derrière, c'est du spam et tu es pénalisé. Donc en fait, il faut taguer des gens dont on sait qu'ils vont répondre. Laetitia, est-ce que indiquer un hashtag va faire apparaître le post au profit de ceux qui suivent le hashtag? Non, ce serait trop bien parce que sinon, moi je publie un hashtag je publie un post avec le hashtag ChatGPT puis il est exposé à 120 000 personnes. Non, il va être exposé à une sélection des personnes qui suivent le hashtag, mais bien évidemment pas à tout le monde. Hélène, est-ce qu'on peut corriger ce qui sort sur Perplexity sur soi? Ben, il faut. Ouais, ça va être très compliqué. Le SEO Perplexity, euh, à la fois, parfois, il y a des sources sur Perplexity, donc on peut retrouver la source. Mais dans la synthèse qui sort sur je suis diplômé. Alors, quand on a la source, qu'on retrouve une photo voilà, qui nous plaît pas, ben, on retourne sur la plateforme en question, on peut supprimer la photo. Mais dans la synthèse texte qui est faite, comme ça me paraît plus compliqué. C'est enfin, l'image, on peut savoir d'où elle vient. Le texte de synthèse, ça me paraît plus compliqué de le changer. François, comment depuis mon compte perso ou la page entreprise de ma société, inviter mes followers à suivre le hashtag au nom de ma société? Je pense, François, que le plus simple que tu as à faire, c'est de prendre un outil automatique euh, qui va pour envoyer le message. Sinon, c'est du one-to-one. Euh, t'as peut-être un 16 Navigator, mais 16 Navigator, je pense pas que tu aies un filtre pour aller extraire les abonnés de ta page. Faudrait vérifier. Faut vérifier si dans Evaboot, ils peuvent se prendre extraire les abonnés des followers d'une page à voir. Mais Evaboot, pour moi, ça correspond sur une recherche 16 Navigator. Et dans 16 Navigator, il y a peut-être des abonnés de la page, je sais plus. J'ai plus 16 Navigator depuis 6 mois. Faut regarder. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, effectivement, c'est prendre 16 Navigator.
faire un export avec Evaboot, faire un export sur enfin, une recherche sur le navigateur des abonnés de la page d'entreprise, et ensuite avec un export avec Evaboot d'extraction des mails de ces contacts-là, ou sinon une solution automatique qui va te faire envoyer un message one-to-one à chacune de ces personnes-là. Il faut regarder après dans les différentes fonctionnalités des outils que j'ai montrés. Sinon, il faut que tu le fasses one by one et tu vas y passer des heures et des heures. Donc, pour ce type de tâches, clairement, il faut prendre un outil automatique. Il faut rentrer dans leurs fonctionnalités spécifiques, voir lequel permettra de le faire. Emmanuel, est-ce que au-delà de la qualité, LinkedIn récompense la quantité et la fréquence des posts? C'est pas la qualité des posts que LinkedIn récompense, c'est la capacité à faire réagir, à capter ton attention. C'est pas forcément la qualité, c'est aussi des posts parfois très copyrightés, très storytelling, où beaucoup de gens racontent leur vie rêvée comme étant leur vie réelle. Hein, les classiques. Le mois dernier, j'ai gagné 10 000 euros. Non, j'ai fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui n'a absolument rien à voir entre facturer 10 000 euros TTC et gagner 10 000 euros net. Voilà, mais beaucoup de gens vont jouer sur ce type d'ambiguïté. Et donc, ce que LinkedIn va récompenser, c'est ça. C'est pas forcément une question de qualité, c'est une qualité au sens de LinkedIn. Il faut bien faire la part des choses là-dessus. Euh, Est-ce que LinkedIn récompense la fréquence des posts? Il semblerait que LinkedIn récompense la régularité, c'est-à-dire que il vaut mieux publier régulièrement tous les 2 jours que publier une semaine une fois, la semaine suivante 3 fois, la semaine d'après 0 fois, la semaine suivante 5 fois, la semaine suivante 2 fois. A priori, LinkedIn préfère la régularité. Mais c'est assez logique, ils ont besoin de montrer aux annonceurs qu'ils ont des gens qui viennent tous les jours et qui passent du temps sur la plateforme, donc c'est assez logique. En fait, derrière tous ces éléments, il n'y a que la logique commerciale, hein. Faut être très très clair là-dessus. GetQuanti, Eric, alors je ne sais plus, GetQuanti, je connaissais très bien Hervé, le fondateur. J'ai un peu perdu de vue depuis qu'ils ont levé des fonds. Au début, GetQuanti, c'était une solution de web tracking sur un site internet. Je ne sais plus trop pour tout te dire. Où ils en sont aujourd'hui. Oui, Human Frédéric, totalement. Human est français aussi. C'est marrant, le fondateur était stagiaire dans une startup dont j'étais advisor il y a quelques années. Et maintenant, le stagiaire a développé une startup qui cartonne, ça m'a fait sourire. Euh, Jean Malo, y a-t-il des outils utilisés par les recruteurs? Oui, les recruteurs vont utiliser ChatGPT, les recruteurs vont utiliser des outils d'IA, les recruteurs vont utiliser des ATS. J'ai vu des recruteurs qui avaient développé leur propre programme de requête booléenne avancée. Ah ouais, il y a tous ces éléments, bien évidemment, chez les recruteurs. Euh, Merci, Brover. Ok, 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 ok. Pierre, là, je suis totalement béotien en LinkedIn, mais d'après ce que je vois ici, une présence intelligente, régulière, constructive et efficace sur LinkedIn est quasiment métier à temps complet. Oui, ça demande un petit peu de temps, ça, très clairement. Ça demande du temps, LinkedIn. Euh, Hop, je termine sur la dernière slide. Hop, conseil de fin. Hop, zut. Hop. Euh, oui, ça demande du temps, c'est clair. Faut pas se tromper d'objectif, hein. L'important, c'est pas les likes, c'est pas les commentaires. L'important, c'est les contacts entrants qu'on va avoir. Moi, ça m'a fait toujours sourire. Il y a quelques mois, il y avait un post, ouah, un commentaire bravo pour ton post a cartonné. Ah, je fais, ah ouais, ça a généré quel chiffre d'affaires? Zéro. Ok, bah, ok, très bien, hein. Mais c'est pas, enfin, ce que j'ai tout le temps, avoir des likes et des commentaires sur LinkedIn, c'est être riche au Monopoly. Enfin, c'est pas ça qui va payer les salaires, les charges et le SAF à la fin du mois. Donc, faut pas non plus se tromper de critères. Moi, quand je reprends tous mes articles qui ont généré de l'entrant de grosses boîtes ou avec des commandes qui ont été assez conséquentes derrière,
c'est des articles qui, globalement, ont eu assez peu d'engagement. Et c'est assez logique, hein, je caricature un petit peu, mais soit on fait du thématique large qui touche beaucoup de monde et qui peut avoir beaucoup de likes, mais peu de retombées, soit on fait du contenu ciblé qui touchera beaucoup de monde, mais déjà intéressé, qui peut avoir des retombées. Je caricature, mais on n'est pas très très loin d'une réalité de LinkedIn. Mais c'est vrai que ça peut demander du temps, et c'est là que des outils d'IA peuvent intéresser pour... l'IA, là où il n'y a pas de risque à utiliser l'IA, c'est donner des idées de contenu à publier, donner des structures d'articles, hein, demander à LinkedIn, aux IA des structures de copywriting. Euh, euh, Même pourquoi pas dire à ChatGPT, je veux publier un contenu sur ce sujet à destination de telle cible avec tel objectif. Quelle structure de copywriting tu me recommandes? Et ChatGPT va le faire sans utiliser le GPT que je vous ai envoyé. Mais après, il y aura une rédaction IA, d'où le GPT que je vous ai envoyé peut limiter cette qualité de rédaction IA. Euh, L'IA peut rédiger pour vous, mais avec le risque que ce soit interchangeable, pas personnalisé, que ça ressemble beaucoup à des contenus que d'autres auront publiés sur le même sujet. Ça, c'est un côté nivellement par le bas qui tourne en rond. Et l'IA, en fait, va s'auto-alimenter des contenus produits par l'IA. Donc, il y a un risque, clairement, de perte de qualité, de perte de qualité dans ce qui va en ressortir. L'IA peut aider à structurer, l'IA peut aider à travailler l'accroche, l'IA peut aider à vous donner des arguments, l'IA peut vous aider à contrebalancer votre point de vue par des opinions contraires. L'IA peut, voilà, il y a plein de choses que peut faire l'IA pour vous permettre de gagner beaucoup de temps. L'IA, c'est du gain de temps sur beaucoup de tâches au quotidien. C'est des heures gagnées sur beaucoup de tâches. Et un ChatGPT, un Gemini, un Claude ou autre peut vraiment vous aider là-dessus. Mais attention à tout déléguer à l'IA. L'IA fait des erreurs, l'IA se plante, l'IA interprète, l'IA vous sort des éléments qui ne sont pas dans votre fichier source. Voilà, donc faut vraiment avoir une bonne connaissance, on l'a vu tout à l'heure, mais je me suis planté dans un prompt et j'ai pas eu le résultat que je voulais. J'ai pas mis la structure, j'ai mis les méthodes. Bah, les méthodes, il a parlé de cas d'usage, moi je voulais la structure. Donc un mot change tout. Donc attention vraiment à cette utilisation des IA et faut vraiment bien apprendre à structurer vos prompts avec. Voilà, on en parlera sur d'autres séances aujourd'hui, mais il y a sept composantes d'un bon prompt pour avoir un prompt qui soit bien compris, qui limite les risques. Sinon, on est totalement à côté de la plaque et ça, voilà, ça en risque de passer pour quelqu'un de pas très pertinent si on est très, très dépendant de ces outils. Laetitia, oui, bien évidemment, tous les inscrits auront le replay, donc bien évidemment, pas de souci. Florian, merci beaucoup, super clair, très bien. Florence, ok, merci beaucoup. Là, on arrive sur les messages de remerciements. Stéphane, que signifie la mention après-son suite à un post? Ça, c'est une très bonne question. Euh, c'est une très très bonne question. C'est vrai que c'est des sujets qui nous sont quotidiens, dont on fait plus gaffe. Quand on fait une publication, il faut que j'aille dans les miens ici. Quand on fait une publication, il faut que je rentre sur mes publications ici, sur Wallpost. Donc, bah ici, impression, ça veut dire que ce post-là s'est affiché 1259 fois. Donc, en gros, il s'est affiché sur l'écran de 1259 personnes. Qu'elle l'ait vu, pas vu, lu, pas lu. Euh, et à partir du moment où quelqu'un passe, je crois, une seconde et demie, ou quelque chose comme ça, sur le contenu, c'est considéré comme une impression. C'est une vue, d'accord? Donc ça ne c'est pas du tout un lecteur. Parce qu'entre je fais défiler ça et je vois, là, ça peut compter des vues pour tous, mais bah, c'est sur mon écran. Donc, pour moi, donc pas forcément, mais euh, ça ne veut pas dire que ça a été lu derrière. Oui, et là, c'est typiquement LinkedIn, quand vous faites un truc simple avec une image simple, tout de suite d'ailleurs, vous avez un nombre d'impressions qui est absolument colossal. Mais là, est-ce que ça a une qualité par rapport au point de tout à l'heure sur la qualité? Quand on regarde sur mes dernières publications, celles qui ont eu le plus de vues,
Bah, c'est celle-là et c'est pas surprenant. C'est un truc super simple à comprendre. C'est pas technique. Tout le monde, on est très très largement des autres publications où parfois là on monte à plus de 5000. Voilà, mais là on a voilà, le truc super simple, l'image super simple. Mais c'est très bien. Ça apporte 14 000 lecteurs, ça fait rire beaucoup de monde. Ok, qu'est-ce que ça apporte derrière comme impact business ou autre? Très difficile à mesurer. Alors peut-être que je ne suis pas rentré pour tout te dire dans les analytics. Euh, Maintenant, il y a Member Switched. Ça, c'est donc un peu nouveau. Discovery. Ouais, c'est ça. Mais toi, Membery, c'est une estimate. C'est une estimation. Donc on n'est pas, il n'y a pas de garantie du tout sur le sujet. C'est une estimation. Discovery. Donc ça, il précise pas. Discovery. Donc, ça. Ok. C'est une estimation là encore. Engagement, donc ça, effectivement, c'est les réactions concrètes. Demographics. Euh, Non, il n'y a rien, toi, il y a rien de très très exploitable en fait là-dessus, malheureusement. C'est des estimations, mais par exemple, quand on avait à l'époque, on avait des articles. Il faut que je revienne là-dessus. Euh, les articles qui maintenant sont totalement planqués, ils sont ici. L'article, je savais, stat, ouais, 200 cas. Là, je savais précisément combien j'avais de gens qui avaient lu l'article. Donc LinkedIn sait combien on a de personnes, enfin, pardon, 280 personnes qui sont allées sur la page de l'article. Après, est-ce que l'ont lu ou pas, ou scanné, j'en sais rien. Ou lu en diagonale, j'en sais rien. Mais j'avais ce chiffre. Avec les posts, on n'a plus. Pourtant, LinkedIn a l'information, hein, bien évidemment. Et ça, on ne peut pas le savoir, malheureusement. Euh... Oula, quelle serait ta principale critique, point faible, point d'amélioration pour LinkedIn pour 2025? Euh, Bah, moi, j'aimerais vraiment que LinkedIn revienne à la mise en avant des articles, qui était vraiment un levier extrêmement pertinent parce que un post, c'est limité à 3 000 signes et réussir à être bon, convaincant, pertinent, intéressant et à générer du contact entrant après un post, faut vraiment être très, 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 très fort. Surtout quand on est sur son sujet d'expertise. C'est très compliqué d'apporter de la valeur en 3000 signes. Et donc, ouais, pour moi, les articles longs, et je comprends très bien, les articles longs, c'est totalement anti-business model de LinkedIn parce que paradoxalement, ça consomme trop de temps d'attention. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut capter l'attention, mais pas trop non plus parce qu'on monopolise trop. Donc, c'est un peu une ambiguïté de LinkedIn. Mais ouais, clairement, pour moi, ce serait que LinkedIn redonne de la visibilité aux articles. Ce serait vraiment une très, très grande avancée pour LinkedIn. Et le risque de LinkedIn, c'est la multiplication des contenus IA failles et sans saveur qui sont rédigés par ChatGPT, par des gens qui ne savent pas prompter, voilà, qui n'apportent absolument aucune valeur, qui vont circuler. Voilà, mais ça, c'est très, très. Il y a un risque de nivellement par le bas et d'uniformisation qui est assez terrible avec ça. Ok, bah merci à tous ceux qui sont venus et restés, et ceux qui s'arrêtent là, bah merci à vous, et puis ceux qui viennent à la prochaine session, bah, on se revoit dans 10 minutes. Ah, il y a un truc un commentaire que j'ai pas vu passer, m'avait l'air intéressant. Flûte. Chat. Ah, il y a une pause, je crois. Il y a une pause, je crois, quand même. 10, 30, 11, 30. Ouais, il y a une pause entre 13h30 et 14h.
Non, en fait, c'est un piège, parce que moi, je fais le jeûne de 16 heures, donc je déjeune jamais avant 15h30, donc je me suis calé sur mon rythme. Merci beaucoup, tout à l'heure. Fin.